Entreprendre de l'arracher avec violence des mains de G.M., c'était un pari désespéré, qui n'était propre qu'à me perdre et qui n'avait pas la moindre apparence du succès. Mais il me semblait que si j'eusse pu me procurer le moindre entretien avec elle, j'aurais gagné infailliblement quelque chose sur son cœur. J'en connaissais si bien tous les endroits sensibles. J'étais si sûre d'être aimée d'elle. Cette bizarrerie même de m'avoir envoyé une jolie fille pour me consoler, j'aurais parié qu'elle venait de son invention, et que c'était un effet de sa compassion pour mes peines. Je résolus d'employer toute mon industrie pour la voir. Parmi quantité de voix que j'examinais l'une après l'autre, je m'arrêtai à celle-ci. Monsieur de T avait commencé à me rendre service avec trop d'affection pour me laisser le moindre doute de sa sincérité et de son zèle. Je me proposai d'aller chez lui sur-le-champ et de l'engager à faire appeler G.M., sous le prétexte d'une affaire importante. Il ne me fallait qu'une demi-heure pour parler à Manon. Mon dessein était de me faire introduire dans sa chambre même, et je crus que cela me serait aisé, dans l'absence de G.M. Cette résolution m'ayant rendue plus tranquille, je payai libéralement la jeune fille, qui était encore avec moi, et pour lui ôter l'envie de retourner chez ceux qui me l'avaient envoyée, je pris son adresse, en lui faisant espérer que j'irais passer la nuit avec elle. Je montai dans mon fiacre, et je me fis conduire à grand train chez monsieur de T. Je fus assez heureux pour l'y trouver. J'avais eu là-dessus de l'inquiétude en chemin. Un mot le mit au fait de mes peines et du service que je venais à lui demander. Il fut si étonné d'apprendre que G.M. avait pu séduire Manon, qu'ignorant que j'avais eu part moi-même à mon malheur, il m'offrit généreusement de rassembler tous ses amis pour employer leurs bras et leurs épées à la délivrance de ma maîtresse. Je lui fis comprendre que cet éclat pouvait être pernicieux à Manon et à moi. « Réservons notre sang, lui dis-je, pour l'extrémité. » Je médite une voie plus douce et dont je n'espère pas moins de succès. Il s'engagea, sans exception, à faire tout ce que je demanderais de lui, et lui ayant répété qu'il ne s'agissait que de faire avertir G.M. qu'il avait à lui parler et de le tenir dehors 1 heure ou 2, il partit aussitôt avec moi pour me satisfaire. Nous cherchâmes de quel expédient il pourrait se servir pour l'arrêter si longtemps. Je lui conseillai de lui écrire d'abord un billet simple, daté d'un cabaret, par lequel il le prierait de s'y rendre aussitôt, pour une affaire si importante qu'elle ne pouvait souffrir de délai. J'observerai, ajoutai-je, le moment de sa sortie, et je m'introduirai sans peine dans la maison, n'y étant connu que de Manon et de Marcel, qui est mon valet. Pour vous qui serez pendant ce temps-là avec G.M., vous pourrez lui dire que cette affaire importante pour laquelle vous souhaitez de lui parler est un besoin d'argent, que vous venez de perdre le vôtre au jeu et que vous avez joué beaucoup plus sur votre parole, avec le même malheur. Il lui faudra du temps pour vous mener à son coffre-fort, et j'en aurai suffisamment pour exécuter mon dessein. Monsieur de T suivit cet arrangement de point en point. Je le laissai dans un cabaret, où il écrivit promptement sa lettre. J'allais me placer à quelques pas de la maison de Manon. Je vis arriver le porteur du message, et G.M. sortir à pied un moment après, suivi d'un laquais. Lui ayant laissé le temps de s'éloigner de la rue, je m'avançai à la porte de mon infidèle, et malgré toute ma colère, je frappai avec le respect qu'on a pour un temple. Heureusement, ce fut Marcel qui vint m'ouvrir. Je lui fis signe de se taire. Quoique je n'eusse rien à craindre des autres domestiques, je lui demandai tout bas s'il pouvait me conduire dans la chambre où était Manon, sans que je fusse aperçue. Il me dit que cela était aisé, en montant doucement par le grand escalier. « Allons donc promptement, lui dis-je, et tâche d'empêcher, pendant que j'y serai, qu'il n'y monte personne. » Je pénétrai sans obstacle jusqu'à l'appartement. Manon était occupée à lire. Ce fut là que j'eus lieu d'admirer le caractère de cette étrange fille. Loin d'être effrayée et de paraître timide en m'apercevant, elle ne donna que ces marques légères de surprise dont on n'est pas le maître à la vue d'une personne qu'on croit éloignée. « Ah, c'est vous, mon amour !» me dit-elle, en venant m'embrasser avec sa tendresse ordinaire. « Bon Dieu, que vous êtes hardi ! Qui vous aurait attendu aujourd'hui dans ce lieu ?» Je me dégageai de ses bras, et loin de répondre à ses caresses,
Je la repoussai avec dédain, et je fis 2 ou 3 pas en arrière pour m'éloigner d'elle. Ce mouvement ne laissa pas de la déconcerter. Elle demeura dans la situation où elle était et elle jeta les yeux sur moi en changeant de couleur. J'étais dans le fond, si charmée de la revoir qu'avec tant de justes sujets de colère, j'avais à peine la force d'ouvrir la bouche pour la quereller. Cependant, mon cœur saignait du cruel outrage qu'elle m'avait fait. Je le rappelai vivement à ma mémoire pour exciter mon dépit, et je tâchai de faire briller dans mes yeux un autre feu que celui de l'amour. Comme je demeurai quelque temps en silence et qu'elle remarqua mon agitation, je la vis trembler, apparemment, par un effet de sa crainte. Je ne pus soutenir ce spectacle. « Ah, Manon, lui dis-je d'un ton tendre, infidèle et parjure, Manon, par où commencerai-je à me plaindre ? Je vous vois pâle et tremblante, et je suis encore si sensible à vos moindres peines que je crains de vous affliger trop par mes reproches. Mais Manon, je vous le dis, j'ai le cœur percé de la douleur de votre trahison. Ce sont là des coups qu'on ne porte point à un amant, quand on n'a pas résolu sa mort. Voici la 3e fois, Manon, je les ai bien comptés. Il est impossible que cela s'oublie. C'est à vous de considérer à l'heure même quel parti vous voulez prendre, car mon triste cœur n'est plus à l'épreuve d'un si cruel traitement. Je sens qu'il succombe et qu'il est prêt à se fendre de douleur. Je n'en puis plus, ajoutai-je en m'asseyant sur une chaise. J'ai à peine la force de parler et de me soutenir. Elle ne me répondit point. Mais lorsque je fus assis, elle se laissa tomber à genoux et elle appuya sa tête sur les miens, en cachant son visage de mes mains. Je sentis en un instant qu'elle les mouillait de ses larmes. Dieu, de quel mouvement n'étais-je point agitée. « Ah, Manon, Manon, repris-je avec un soupir, il est bien tard de me donner des larmes lorsque vous aurez causé ma mort. Vous affectez une tristesse que vous ne sauriez sentir. Le plus grand de vos maux est sans doute ma présence qui a toujours été importune à vos plaisirs. Ouvrez les yeux, vous voyez qui je suis. On ne verse pas des pleurs si tendres pour un malheureux qu'on a trahi et qu'on abandonne cruellement. » Elle baisait mes mains sans changer de posture. « Inconstante Manon, repris-je encore, fille ingrate et sans foi, où sont vos promesses et vos serments ? Amante 1000 fois volage et cruelle, qu'as-tu fait de cet amour que tu me jurais encore aujourd'hui ? Juste ciel, ajoutai-je. Est-ce ainsi qu'une infidèle se rit de vous, après vous avoir attesté si saintement ? C'est donc le Panurge qui est récompensé ? Le désespoir et l'abandon sont pour la constance et la fidélité. » Ces paroles furent accompagnées d'une réflexion si amère que j'en laissai échapper malgré moi quelques larmes. Manon s'en aperçut au changement de ma voix. Elle rompit enfin le silence. « Il faut bien que je sois coupable, » me dit-elle tristement, « puisque j'ai pu vous causer tant de douleur et d'émotion, mais que le ciel me punisse si j'ai cru l'être ou si j'ai eu la pensée de le devenir. » Ce discours me parut si dépourvu de sens et de bonne foi que je ne pus me défendre d'un vif mouvement de colère. « Horrible dissimulation !» m'écriai-je. « Je vois mieux que jamais que tu n'es qu'une coquine et une perfide. C'est à présent que je connais ton misérable caractère. Adieu, lâche créature, continuai-je en me levant. J'aime mieux mourir 1000 fois que d'avoir désormais le moindre commerce avec toi. Que le ciel me punisse moi-même si je t'honore jamais du moindre regard. Demeure avec ton nouvel amant. Aime-le, déteste-moi. Renonce à l'honneur, au bon sens. Je m'en ris. Tout m'est égal. » Elle fut si épouvantée de ce transport que, demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levée, elle me regardait en tremblant et sans oser respirer. Je fis encore quelques pas vers la porte en tournant la tête et tenant les yeux fixés sur elle. Mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endurcir contre tant de charme. J'étais si éloignée d'avoir cette force barbare que, passant tout d'un coup à l'extrémité opposée, je retournai vers elle, ou plutôt, je m'y précipitai sans réflexion. Je la pris entre mes bras, je lui donnai 1000 tendres baisers, je lui demandai pardon de mon emportement. Je confessai que j'étais un brutal et que je ne méritais pas le bonheur d'être aimée d'une fille comme elle. Je la fis asseoir
et m'étant mis à genoux à mon tour, je la conjurai de m'écouter en cet état. Là, tout ce qu'un amant soumis et passionné peut imaginer de plus respectueux et de plus tendre, je le renfermai en peu de mots dans mes excuses. Je lui demandai en grâce de prononcer qu'elle me pardonnait. Elle laissa tomber ses bras sur mon cou en disant que c'était elle-même qui avait besoin de ma bonté pour me faire oublier les chagrins qu'elle me causait, et qu'elle commençait à craindre avec raison que je goûtasse point ce qu'elle avait à me dire pour se justifier. « Moi » interrompis-je aussitôt. « Ah, je ne vous demande point de justification. J'approuve tout ce que vous avez fait. Ce n'est point à moi d'exiger des raisons de votre conduite. Trop content, trop heureux, si ma chère Manon ne m'ôte point la tendresse de son cœur. Mais, continuai-je, en réfléchissant sur l'état de mon sort, toute puissante Manon, vous qui faites à votre gré mes joies et mes douleurs, après vous avoir satisfaite par mes humiliations et par les marques de mon repentir, ne me sera-t-il point permis de vous parler de ma tristesse et de mes peines? Apprendrai-je de vous ce qu'il faut que je devienne aujourd'hui? Et si c'est sans retour que vous allez signer ma mort en passant la nuit avec mon rival ?» Elle fut quelque temps à méditer sa réponse. « Mon chevalier, me dit-elle, en reprenant un air tranquille, si vous vous étiez d'abord expliqué si nettement, vous vous seriez épargné bien du trouble et à moi une scène bien affligeante. Puisque votre peine ne vient que de votre jalousie, je l'aurais guérie en m'offrant à vous suivre sur le champ, au bout du monde. Mais je me suis figuré que c'était la lettre que je vous ai écrite sous les yeux de M. de G.M. et la fille que nous vous avons envoyée qui causait votre chagrin. J'ai cru que vous auriez pu regarder ma lettre comme une raillerie, et cette fille, en vous imaginant qu'elle était allée vous trouver de ma part, comme Anne déclaration que je renonçais à vous pour m'attacher à G.M. C'est cette pensée qui m'a jetée tout d'un coup dans la consternation. Car quelque innocente que je fusse, je trouvais, en y pensant, que les apparences ne m'étaient pas favorables. Cependant, continua-t-elle, je veux que vous soyez mon juge, après que je vous aurai expliqué la vérité du fait. Elle m'apprit alors tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle avait trouvé G.M., qui l'attendait dans le lieu où nous étions. Il l'avait reçue effectivement comme la première princesse du monde. Il lui avait montré tous les appartements qui étaient d'un goût et d'une propreté admirables. Il lui avait compté 10 000 livres dans son cabinet, et il y avait ajouté quelques bijoux, parmi lesquels étaient le collier et les bracelets de perles qu'elle avait déjà eus de son père. Il l'avait menée de là dans un salon qu'elle n'avait pas encore vu, où elle avait trouvé une collation exquise. Il l'avait fait servir par les nouveaux domestiques qu'il avait pris pour elle, en leur ordonnant de la regarder désormais comme leur maîtresse. Enfin, il lui avait fait voir le carrosse, les chevaux et tout le reste de ses présents. Après quoi, il lui avait proposé une partie de jeu pour attendre le souper. « Je vous avoue, continua-t-elle, que j'ai été frappée de cette magnificence. J'ai fait réflexion que ce serait dommage de nous priver tout d'un coup de tant de biens, en me contentant d'emporter les 10 000 francs et les bijoux, que c'était une fortune toute faite pour vous et pour moi, et que nous pourrions vivre agréablement aux dépens de G.M. Au lieu de lui proposer la comédie, je me suis mis dans la tête de le sonder sur votre sujet, pour pressentir quelle facilité nous aurions à nous voir en supposant l'exécution de mon système. Je l'ai trouvé d'un caractère fort traitable. Il m'a demandé ce que je pensais de vous et si je n'avais pas eu quelque regret de vous quitter. Je lui ai dit que vous étiez si aimable et que vous en aviez toujours usé si honnêtement avec moi qu'il n'était pas naturel que je puisse vous haïr. Il a confessé que vous aviez du mérite et qu'il s'était senti porté à désirer votre amitié. Il a voulu savoir de quelle manière je croyais que vous prendriez mon départ, surtout lorsque vous viendriez à savoir que j'étais entre ses mains. Je lui ai répondu que la date de notre amour était déjà si ancienne qu'il avait eu le temps de se refroidir un peu, que vous n'étiez pas d'ailleurs fort à votre aise, et que vous ne regarderiez peut-être pas ma perte comme un grand malheur, parce qu'elle vous déchargerait d'un fardeau qui vous pesait sur les bras. J'ai ajouté qu'étant tout à fait convaincue que vous agiriez pacifiquement, je n'avais pas fait difficulté de vous dire que je venais à Paris pour quelques affaires, que vous aviez consenti, et qui étant venu vous-même, vous n'aviez pas paru extrêmement inquiet lorsque je vous avais quitté. Si je croyais, m'a-t-il dit, qu'il fût d'humeur à bien vivre avec moi,
Je serai le premier à lui offrir mes services et mes civilités. Je l'ai assuré que du caractère dont je vous connaissais, je ne doutais point que vous n'y répondissiez honnêtement. Surtout, lui ai-je dit, s'il pouvait vous servir dans vos affaires, qui étaient fort dérangées depuis que vous étiez mal avec votre famille. Il m'a interrompu pour me protester qu'il vous rendrait tous les services qui dépendraient de lui, et que si vous vouliez même vous embarquer dans un autre amour, il vous procurerait une jolie maîtresse qu'il avait quittée pour s'attacher à moi. J'ai applaudi à son idée, ajouta-t-elle, pour prévenir plus parfaitement tous ses soupçons. Et me confirmant de plus en plus dans mon projet, je ne souhaitais que de pouvoir trouver le moyen de vous en informer, de peur que vous ne fussiez trop alarmé lorsque vous me verriez manquer à notre assignation. C'est dans cette vue que je lui ai proposé de vous envoyer cette nouvelle maîtresse dès le soir même, afin d'avoir une occasion de vous écrire. J'étais obligée d'avoir recours à cette adresse, parce que je ne pouvais espérer qu'il me laissât libre un moment. Il a ri de ma proposition. Il a appelé son laquais, et lui ayant demandé s'il pourrait retrouver sur le champ son ancienne maîtresse, il l'a envoyée de côté et d'autre pour la chercher. Il s'imaginait que c'était à Chaillot qu'il fallait qu'elle allât vous trouver. Mais je lui ai appris qu'en vous quittant, je vous avais promis de vous rejoindre à la Comédie, ou que, si quelque raison m'empêchait d'y aller, vous vous étiez engagé à m'attendre dans un carrosse, au bout de la rue Saint-André. Qu'il valait mieux par conséquent vous envoyer là votre nouvelle amante, ne fût-ce que pour vous empêcher de vous y morfondre pendant toute la nuit. Je lui ai dit encore qu'il était à propos de vous écrire un mot pour vous avertir de cet échange, que vous auriez peine à comprendre sans cela. Il y a consenti, mais j'ai été obligée d'écrire en sa présence et je me suis bien gardée de m'expliquer trop ouvertement dans ma lettre. Voilà, ajouta Manon, de quelle manière les choses se sont passées. Je ne vous déguise rien, ni de ma conduite, ni de mes desseins. La jeune fille est venue, je l'ai trouvée jolie, et comme je ne doutais point que mon absence ne vous causât de la peine, c'était sincèrement que je souhaitais qu'elle pût servir à vous désennuyer quelques moments, car la fidélité que je souhaite de vous est celle du cœur. J'aurais été ravie de pouvoir vous envoyer Marcel, mais je n'ai pu me procurer un moment pour l'instruire de ce que j'avais à vous faire savoir. Elle conclut enfin son récit, en m'apprenant l'embarras où G.M. s'était trouvé en recevant le billet de M. de T. Il a balancé, me dit-elle, s'il devait me quitter, et il m'a assuré que son retour ne tarderait point. C'est ce qui fait que je ne vous vois point ici sans inquiétude, et que j'ai marqué de la surprise à votre arrivée. J'écoutais ce discours avec beaucoup de patience. J'y trouvais assurément quantité de traits cruels et mortifiants pour moi, car le dessein de son infidélité était si clair qu'elle n'avait pas même eu le soin de me le déguiser. Elle ne pouvait espérer que G.M. la laissât toute la nuit comme une vestale. C'était donc avec lui qu'elle comptait de la passer. Quel aveu pour un amant! Cependant, je considérais que j'étais cause en partie de sa faute, par la connaissance que je lui avais donnée d'abord des sentiments que G.M. avait pour elle, et par la complaisance que j'avais eue d'entrer aveuglément dans le plan téméraire de son aventure. D'ailleurs, par un tour naturel de génie qui m'est particulier, je fus touchée de l'ingénuité de son récit, et de cette manière bonne et ouverte avec laquelle elle me racontait jusqu'aux circonstances dont j'étais le plus offensée. « Elle pêche sans malice, disais-je en moi-même. Elle est légère et imprudente, mais elle est droite et sincère. Ajoutez que l'amour suffisait seul pour me fermer les yeux sur toutes ses fautes. J'étais trop satisfait de l'espérance de l'enlever le soir même à mon rival. Je lui dis néanmoins. Et la nuit, avec qui l'auriez-vous passée ? Cette question, que je lui fis tristement, l'embarrassa. Elle ne me répondit que par des mais et des si interrompus. J'eus pitié de sa peine, et rompant ce discours, je lui déclarai naturellement que j'attendais d'elle qu'elle me suivît, à l'heure même. « Je le veux bien, me dit-elle, mais vous n'approuvez donc pas mon projet ? » « Ah, n'est-ce pas assez, repartis-je, que j'approuve tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ? » « Quoi ? Nous n'emporterons pas même les 10 000 francs, répliqua-t-elle. Il me les a donnés, ils sont à moi. Je lui conseillai d'abandonner tout, et de ne penser qu'à nous éloigner promptement, car quoiqu'il y eût à peine une demi-heure que j'étais avec elle, je craignais le retour de G.M. Cependant, elle me fit de si pressantes instances pour me faire consentir
à ne pas sortir les mains vides, que je crus lui devoir accorder quelque chose après avoir tant obtenu d'elle. Dans le temps que nous nous préparions au départ, j'entendis frapper à la porte de la rue. Je ne doutais point que ce ne fût G.M., et dans le trouble cette pensée me jeta, je dis à Manon que c'était un homme mort s'il paraissait. Effectivement, je n'étais pas assez revenue de mes transports pour me modérer à sa vue. Marcel finit ma peine en m'apportant un billet qu'il avait reçu pour moi à la porte. Il était de M. de T. Il me marquait que G.M., étant allé lui chercher de l'argent à sa maison, il profitait de son absence pour me communiquer une pensée fort plaisante, qu'il lui semblait que je ne pouvais me venger plus agréablement de mon rival qu'en mangeant son souper et en couchant, cette nuit même, dans le lit qu'il espérait d'occuper avec ma maîtresse. Que cela lui paraissait assez facile, si je pouvais m'assurer de 3 ou 4 hommes qui eussent assez de résolution pour l'arrêter dans la rue, et de fidélité pour le garder à vue jusqu'au lendemain. Que pour lui, il promettait de l'amuser encore 1 heure pour le moins, pour des raisons qu'il tenait prêtes pour son retour. Je montrai ce billet à Manon, et je lui appris de quelle rue je m'étais servi pour m'introduire librement chez elle. Mon invention et celle de M. de T lui parurent admirables. Nous en rîmes à notre aise pendant quelques moments. Mais lorsque je lui parlais de la dernière comme d'un badinage, je fus surpris qu'elle insistât sérieusement à me la proposer comme une chose dont l'idée la ravissait. En vain lui demandai-je où elle voulait que je trouvasse tout d'un coup des gens propres à arrêter G.M. et à le garder fidèlement. Elle me dit qu'il fallait du moins tenter, puisque M. de T nous garantissait encore 1 heure. Et pour réponse à mes autres objections, elle me dit que je faisais le tyran et que je n'avais pas de complaisance pour elle. Elle ne trouvait rien de si joli que ce projet. « Vous aurez son couvert à souper, » me répétait-elle. « Vous coucherez dans ses draps, et demain, de grand matin, vous enlèverez sa maîtresse et son argent. Vous serez bien vengé du père et du fils. » Je cédai à ses instances, malgré les mouvements secrets de mon cœur qui semblaient me présager une catastrophe malheureuse. Je sortis, dans le dessein de prier 2 ou 3 gardes du corps, avec lesquels Lescaut m'avait mis en liaison, de se charger du soin d'arrêter G.M. Je n'en trouvai qu'un au logis, mais c'était un homme entreprenant, qui n'eut pas plutôt su de quoi il était question qu'il m'assura du succès. Il me demanda seulement 10 pistoles pour récompenser 3 soldats aux gardes, qu'il prit la résolution d'employer en se mettant à leur tête. Je le priai de ne pas perdre de temps. Il les assembla en moins d'1 quart d'heure. Je l'attendis à sa maison et lorsqu'il fut de retour avec ses associés, je le conduisis moi-même au coin d'une rue par laquelle G.M. devait nécessairement rentrer dans celle de Manon. Je lui recommandai de ne pas le maltraiter, mais de le garder si étroitement jusqu'à 7 heures du matin que je pusse être assuré qu'il ne lui échapperait pas. Il me dit que son dessein était de le conduire à sa chambre et de l'obliger à se déshabiller ou même à se coucher dans son lit, tandis que lui et ses 3 braves passeraient la nuit à boire et à jouer. Je demeurai avec eux jusqu'au moment où je vis paraître G.M. et je me retirai alors quelques pas au-dessous, dans un endroit obscur pour être témoin d'une scène si extraordinaire. Le garde du corps l'aborda, le pistolet au poing, et lui expliqua civilement qu'il n'en voulait ni à sa vie ni à son argent, mais que s'il faisait la moindre difficulté de le suivre ou s'il jetait le moindre cri, il allait lui brûler la cervelle. G.M., le voyant soutenu par ses 3 soldats et craignant sans doute la bourre du pistolet, ne fit pas de résistance. Je le vis emmener comme un mouton. Je retournai aussitôt chez Manon, et pour ôter tout soupçon au domestique, je lui dis en entrant qu'il ne fallait pas attendre M. de G.M. pour souper, qu'il lui était survenu des affaires qui le retenaient malgré lui, et qu'il m'avait prié de venir lui en faire ses excuses et souper avec elle, ce que je regardais comme une grande faveur auprès d'une si belle dame. Elle seconda fort adroitement mon dessein. Nous nous mîmes à table. Nous y prîmes un air grave, pendant que les laquais demeurèrent à nous servir. Enfin, les ayant congédiés, nous passâmes une des plus charmantes soirées de notre vie. J'ordonnai en secret à Marcel de chercher un fiacre et de l'avertir de se trouver le lendemain à la porte, avant 6 heures du matin. Je finis de quitter Manon vers minuit, mais étant rentré doucement par le secours de Marcel, je me préparais à occuper le lit de G.M. comme j'avais rempli sa place à table.
Pendant ce temps-là, notre mauvais génie travaillait à nous perdre. Nous étions dans le délire du plaisir et le glaive était suspendu sur nos têtes. Le fil qui le soutenait allait se rompre. Mais pour faire mieux entendre toutes les circonstances de notre ruine, il faut en éclaircir la cause. G.M. était suivi d'un laquais lorsqu'il avait été arrêté par le garde du corps. Ce garçon, effrayé de l'aventure de son maître, retourna en fuyant sur ses pas, et la première démarche qu'il fit pour le secourir fut d'aller avertir le vieux G.M. de ce qui venait d'arriver. Une aussi fâcheuse nouvelle ne pouvait manquer de l'alarmer beaucoup. Il n'avait que ce fils, et sa vivacité était extrême pour son âge. Il voulut savoir d'abord du laquais tout ce que son fils avait fait l'après-midi, s'il s'était querellé avec quelqu'un, s'il avait pris part au démêlé d'un autre, s'il s'était trouvé dans quelque maison suspecte. Celui-ci, qui croyait son maître dans le dernier danger et qui s'imaginait ne devoir plus rien ménager pour lui procurer du secours, découvrit tout ce qu'il savait de son amour pour Manon et la dépense qu'il avait faite pour elle, la manière dont il avait passé l'après-midi dans sa maison jusqu'aux environs de 9 heures, sa sortie et le malheur de son retour. C'en fut assez pour faire soupçonner au vieillard que l'affaire de son fils était une querelle d'amour. Quoiqu'il fût au moins 10h30 du soir, il ne balança point à se rendre aussitôt chez monsieur le lieutenant de police. Il le pria de faire donner des ordres particuliers à toutes les escouades du guet, et lui ayant demandé une pour se faire accompagner, il courut lui-même vers la rue où son fils avait été arrêté. Il visita tous les endroits de la ville où il espérait de le pouvoir trouver. N'ayant pu découvrir ses traces, il se fit conduire enfin à la maison de sa maîtresse, où il se figura qu'il pouvait être retourné. J'allais me mettre au lit lorsqu'il arriva. La porte de la chambre étant fermée, je n'entendis point frapper à celle de la rue, mais il entra, suivi de 2 archers, et s'étant informé inutilement de ce qu'était devenu son fils, il lui prit envie de voir sa maîtresse pour tirer d'elle quelque lumière. Il monte à l'appartement, toujours accompagné de ses archers. Nous étions prêts à nous mettre au lit. Il ouvre la porte et il nous glace le sang par sa vue. « Oh Dieu, c'est le vieux G.M. » dis-je à Manon. Je saute sur mon épée. Elle était malheureusement embarrassée dans mon ceinturon. Les archers qui virent mon mouvement s'approchèrent aussitôt pour me la saisir. Un homme en chemise est sans résistance. Ils m'ôtèrent tous les moyens de me défendre. G.M., quoique troublé par ce spectacle, ne tarda point à me reconnaître. Il remit encore plus aisément Manon. « Est-ce une illusion ?» nous dit-il gravement. « Ne vois-je point le chevalier des Grieux et Manon Lescaut ?» J'étais si enragé de honte et de douleur que je ne lui fis point de réponse. Il parut rouler pendant quelque temps, diverses pensées dans sa tête, et comme si elles eussent allumé tout d'un coup sa colère, il s'écria en s'adressant à moi. « Ah, malheureux, je suis sûr que tu as tué mon fils !» Cette injure me piqua vivement. « Vieux scélérat !» lui répondis-je avec fierté. « Si j'avais eu à tuer quelqu'un de ta famille, c'est par toi que j'aurais commencé. » « Tenez-le bien, dit-il aux archers. Il faut qu'il me dise des nouvelles de mon fils. Je le ferai pendre demain s'il ne m'apprend tout à l'heure ce qu'il en a fait. »« Tu me feras pendre, repris-je. Infâme, ce sont tes pareils qu'il faut chercher au gibet. Apprends que je suis d'un sang plus noble et plus pur que le tien. Oui, ajoutai-je, je sais ce qui est arrivé à ton fils, et si tu m'irrites davantage, je le ferai étrangler avant qu'il soit demain, et je te promets le même sort après lui. » Je commis une imprudence en lui confessant que je savais où était son fils, mais l'excès de ma colère me fit faire cette indiscrétion. Il appela aussitôt 5 ou 6 autres archers qui l'attendaient à la porte, et il leur ordonna de s'assurer de tous les domestiques de la maison. « Ah, monsieur le chevalier, reprit-il d'un ton railleur, vous savez où est mon fils et vous le ferez étrangler, dites-vous ? Comptez que nous y mettrons bon ordre. » Je sentis aussitôt la faute que j'avais commise. Il s'approcha de Manon, qui était assise sur le lit en pleurant. Il lui dit quelques galanteries ironiques sur l'empire qu'elle avait sur le père et sur le fils, et sur le bon usage qu'elle en faisait. Ce vieux monstre d'incontinence voulut prendre quelque familiarité avec elle. « Garde-toi de la toucher !» m'écriai-je. « Il n'y aurait rien de sacré qui te pût sauver de mes mains. » Il sortit en laissant 3 archers dans la chambre,
auquel il ordonna de nous faire prendre promptement nos habits. Je ne sais quels étaient alors ses desseins sur nous. Peut-être eussions-nous obtenu la liberté en lui apprenant où était son fils. Je méditais en m'habillant si ce n'était pas le meilleur parti. Mais s'il était dans cette disposition en quittant notre chambre, elle était bien changée lorsqu'il y revint. Il était allé interroger les domestiques de Manon, que les archers avaient arrêtés. Il ne put rien apprendre de ceux qu'elle avait reçus de son fils, mais lorsqu'il sut que Marcel nous avait servi auparavant, il résolut de le faire parler, en l'intimidant par ses menaces. C'était un garçon fidèle, mais simple et grossier. Le souvenir de ce qu'il avait fait à l'hôpital pour délivrer Manon, joint à la terreur que G.M. lui inspirait, fit tant d'impression sur son esprit faible qu'il s'imagina qu'on allait le conduire à la potence ou sur la roue. Il promit de découvrir tout ce qui était venu à sa connaissance si l'on voulait lui sauver la vie. G.M. se persuada là-dessus qu'il y avait quelque chose dans nos affaires de plus sérieux et de plus criminel qu'il n'avait eu lieu jusque-là de se le figurer. Il offrit à Marcel non seulement la vie, mais des récompenses pour sa confession. Ce malheureux lui apprit une partie de notre dessein, sur lequel nous n'avions pas fait difficulté de nous entretenir devant lui, parce qu'il devait y entrer pour quelque chose. Il est vrai qu'il ignorait entièrement les changements que nous avions faits à Paris. Mais il avait été informé, en partant de Chaillot, du plan de l'entreprise et du rôle qu'il y devait jouer. Il lui déclara donc que notre vue était de duper son fils et que Manon devait recevoir, ou avait déjà reçu, 10 000 francs, qui, selon notre projet, ne retourneraient jamais aux héritiers de la maison du G.M. Après cette découverte, le vieillard emporté remonta brusquement dans notre chambre. Il passa sans parler dans le cabinet, où il n'eut pas de peine à trouver la somme et les bijoux. Il revint à nous avec un visage enflammé, et nous montrant ce qu'il lui plut de nommer notre larcin, il nous accabla de reproches outrageants. Il fit voir de près, à Manon, le collier de perles et les bracelets. « Les reconnaissez-vous » lui dit-il avec un sourire moqueur. « Ce n'était pas la première fois que vous les eussiez vus. Les mêmes, sur ma foi. Ils étaient de votre goût, ma belle, je me le persuade aisément. Les pauvres enfants, ajouta-t-il. Ils sont bien aimables, en effet, l'un et l'autre, mais ils sont un peu fripons. » Mon cœur crevait de rage à ce discours insultant. J'aurais donné pour être libre un moment. Juste ciel, que n'aurais-je pas donné? Enfin, je me fis violence pour lui dire, avec une modération qui n'était qu'un raffinement de fureur. « Finissons, monsieur, ces insolentes railleries. De quoi est-il question? Voyons, que prétendez-vous faire de nous ?»« Il est question, monsieur le chevalier, me répondit-il, d'aller de ce pas au Châtelet. Il fera jour demain, nous verrons plus clair dans nos affaires, et j'espère que vous me ferez la grâce à la fin de m'apprendre où est mon fils. » Je compris, sans beaucoup de réflexion, que c'était une chose d'une terrible conséquence pour nous d'être une fois renfermés au Châtelet. J'en prévis en tremblant tous les dangers. Malgré toute ma fierté, je reconnus qu'il fallait plier sous le poids de ma fortune et flatter mon plus cruel ennemi pour en obtenir quelque chose par la soumission. Je le priai, d'un ton honnête, de m'écouter un moment. « Je me rends justice, monsieur, lui dis-je. Je confesse que la jeunesse m'a fait connaître de grandes fautes et que vous en êtes assez blessé pour vous plaindre. Mais si vous connaissez la force de l'amour, si vous pouvez juger de ce que souffre un malheureux jeune homme à qui l'on enlève tout ce qu'il aime, vous me trouverez peut-être pardonnable d'avoir cherché le plaisir d'une petite vengeance, ou du moins, vous me croirez assez puni par l'affront que je viens de recevoir. Il n'est besoin ni de prison ni de supplice pour me forcer de vous découvrir où est monsieur votre fils. Il est en sûreté. Mon dessein n'a pas été de lui nuire, ni de vous offenser. Je suis prêt à vous nommer le lieu où il passe tranquillement la nuit, si vous me faites la grâce de nous accorder la liberté. » Ce vieux tigre, loin d'être touché par ma prière, me tourna le dos en riant. Il lâcha seulement quelques mots pour me faire comprendre qu'il savait notre dessein à l'origine. Pour ce qui regardait son fils, il ajouta brutalement qu'il se retrouverait assez, puisque je ne l'avais pas assassiné. « Conduisez-les au petit Châtelet, dit-il aux archers,
et prenez garde que le chevalier ne vous échappe. C'est un rusé qui s'est déjà sauvé de Saint-Lazare. » Il sortit et me laissa dans l'état que vous pouvez vous imaginer. « Oh ciel !» m'écriai-je. « Je recevrai avec soumission tous les coups qui viennent de ta main, mais qu'un malheureux coquin ait le pouvoir de me traiter avec cette tyrannie, c'est ce qui me réduit au dernier désespoir. » Les archers nous prièrent de ne pas les faire attendre plus longtemps. Ils avaient un carrosse à la porte. Je tendis la main à Manon pour descendre. « Venez, ma chère reine, lui dis-je, venez vous soumettre à toute la rigueur de notre sort. Il plaira peut-être au ciel de nous rendre quelques jours plus heureux. » Nous partîmes dans le même carrosse. Elle se mit dans mes bras. Je ne lui avais pas entendu prononcer un mot depuis le premier moment de l'arrivée de G.M. Mais se trouvant seule alors avec moi, elle me dit 1000 tendresses en me reprochant d'être la cause de mon malheur. Je l'assurai que je ne me plaindrais jamais de mon sort tant qu'elle ne cesserait pas de m'aimer. « Ce n'est pas moi qui suis à plaindre, continuai-je. Quelques mois de prison ne m'effraient nullement, et je préférerais toujours le Châtelet à Saint-Lazare. Mais c'est pour toi, ma chère âme, que mon cœur s'intéresse. Quel sort pour une créature si charmante! Ciel, comment traitez-vous avec tant de rigueur le plus parfait de vos ouvrages? Pourquoi ne sommes-nous pas nés l'un et l'autre avec des qualités conformes à notre misère? Nous avons reçu de l'esprit, du goût, des sentiments. Hélas, quel triste usage en faisons-nous, tandis que tant d'âmes basses et dignes de notre sort jouissent de toutes les faveurs de la fortune. » Ces réflexions me pénétraient de douleur, mais ce n'était rien en comparaison de celles qui regardaient l'avenir, car je séchais de crainte pour Manon. Elle avait déjà été à l'hôpital, et quand elle en fut sortie par la bonne porte, je savais que les rechutes en ce genre étaient d'une conséquence extrêmement dangereuse. J'aurais voulu lui exprimer mes frayeurs. J'appréhendais de lui en causer trop. Je tremblais pour elle, sans oser l'avertir du danger, et je l'embrassais en soupirant, pour l'assurer du moins de mon amour, qui était presque le seul sentiment que j'osasse exprimer. « Manon, lui dis-je, parlez sincèrement. M'aimerez-vous toujours ?» Elle me répondit qu'elle était bien malheureuse, que j'en pusse douter. « Eh bien, repris-je, je n'en doute pas, et je veux braver tous nos ennemis avec cette assurance. J'emploierai ma famille pour sortir du Châtelet, et tout mon sang ne sera utile à rien si je ne vous en tire pas aussitôt que je serai libre. » Nous arrivâmes à la prison. On nous mit chacun dans un lieu séparé. Ce coup me fut moins rude, parce que je l'avais prévu. Je recommandai Manon au concierge en lui apprenant que j'étais un homme de quelque distinction, et en lui promettant une récompense considérable. J'embrassai ma chère maîtresse avant que de la quitter. Je la conjurai de ne pas m'affliger excessivement et de ne rien craindre tant que je serais au monde. Je n'étais pas sans argent. Je lui en donnai une partie et je payai au concierge, sur ce qui me restait, 1 mois de grosse pension d'avance pour elle et pour moi. Mon argent eut un fort bon effet. On me mit dans une chambre proprement meublée et l'on m'assura que Manon en avait une pareille. Je m'occupai aussitôt des moyens de hâter ma liberté. Il était clair qu'il n'y avait rien d'absolument criminel dans mon affaire, et supposant même que le dessein de notre vol fût prouvé par la déposition de Marcel, je savais fort bien qu'on ne punit point les simples volontés. Je résolus d'écrire promptement à mon père pour le prier de venir en personne à Paris. J'avais bien moins de honte, comme je l'ai dit, d'être au Châtelet qu'à Saint-Lazare. D'ailleurs, quoique je conservasse tout le respect dû à l'autorité paternelle, l'âge et l'expérience avaient diminué beaucoup ma timidité. J'écrivis donc, et l'on ne fit pas de difficulté au Châtelet de laisser sortir ma lettre. Mais c'était une peine que j'aurais pu m'épargner si j'avais su que mon père devait arriver le lendemain à Paris. Il avait reçu celle que je lui avais écrite 8 jours auparavant. Il en avait ressenti une joie extrême. Mais de quelque espérance que je l'eusse flatté au sujet de ma conversion, il n'avait pas cru devoir s'arrêter tout à fait à mes promesses. Il avait pris le parti de venir s'assurer de mon changement par ses yeux et de régler sa conduite sur la sincérité de mon repentir. Il arriva le lendemain de mon emprisonnement. Sa première visite fut celle qu'il rendit à Thiberge, à qui je l'avais prié d'adresser sa réponse.
Il ne put savoir de lui ni ma demeure, ni ma condition présente. Il en apprit seulement mes principales aventures, depuis que je m'étais échappée de Saint-Sulpice. Thiberge lui parla fort avantageusement des dispositions que je lui avais marquées pour le bien dans notre dernière entrevue. Il ajouta qu'il me croyait entièrement dégagé de Manon, mais qu'il était surpris néanmoins que je ne lui eusse pas donné de mes nouvelles depuis 8 jours. Mon père n'était pas dupe. Il comprit qu'il y avait quelque chose qui échappait à la pénétration de Thiberge, dans le silence dont il se plaignait, et il employa tant de soins pour découvrir mes traces que 2 jours après mon arrivée, il apprit que j'étais au Châtelet. Avant que de recevoir sa visite, à laquelle j'étais fort éloignée de m'attendre sitôt, je reçus celle de monsieur le lieutenant général de police, où pour expliquer les choses par leur nom, je subis l'interrogatoire. Il me fit quelques reproches, mais il n'était ni dur ni désobligeant. Il me dit avec douceur qu'il plaignait ma mauvaise conduite, que j'avais manqué de sagesse en me faisant un ennemi tel que monsieur de G.M., qu'à la vérité, il était aisé de remarquer qu'il y avait dans mon affaire plus d'imprudence et de légèreté que de malice, mais que c'était néanmoins la seconde fois que je me trouvais sujet à son tribunal et qu'il avait espéré que je fusse devenu plus sage, après avoir pris 2 ou 3 mois de leçons à Saint-Lazare. Charmé d'avoir affaire à un juge raisonnable, je m'expliquai avec lui d'une manière si respectueuse et si modérée qu'il parut extrêmement satisfait de mes réponses. Il me dit que je ne devais pas me livrer trop au chagrin et qu'il se sentait disposé à me rendre service en faveur de ma naissance et de ma jeunesse. Je me hasardai à lui recommander Manon et à lui faire l'éloge de sa douceur et de son bon naturel. Il me répondit, en riant, qu'il ne l'avait point encore vue, mais qu'on la représentait comme une dangereuse personne. Ce mot excita tellement ma tendresse que je lui dis 1000 choses passionnées pour la défense de la pauvre maîtresse, et je ne pus m'empêcher de répandre quelques larmes. Il ordonna qu'on me reconduisît à ma chambre. « Amour, amour !» s'écria ce grave magistrat en me voyant sortir. « Ne te réconcilieras-tu jamais avec la sagesse ?» J'étais à m'entretenir tristement de mes idées et à réfléchir sur la conversation que j'avais eue avec monsieur le lieutenant général de police lorsque j'entendis ouvrir la porte de ma chambre. C'était mon père. Quoique je dusse être à demi préparée à cette vue, puisque je m'y attendais quelques jours plus tard, je ne laissais pas d'en être frappée si vivement que je me serais précipitée au fond de la terre si elle s'était entr'ouverte à mes pieds. J'allais l'embrasser, avec toutes les marques d'une extrême confusion. Il s'assit sans que ni lui ni moi eussions encore ouvert la bouche. Comme je demeurais debout, les yeux baissés et la tête découverte, « Asseyez-vous, monsieur, » me dit-il gravement. « Asseyez-vous. Grâce au scandale de votre libertinage et de friponnerie, j'ai découvert le lieu de votre demeure. C'est l'avantage d'un mérite tel que le vôtre de ne pouvoir demeurer caché. Vous allez à la renommée par un chemin infaillible. J'espère que le terme en sera bientôt la grève et que vous aurez effectivement la gloire d'y être exposé à l'admiration de tout le monde. » Je ne répondis rien. Il continua. « Qu'un père est malheureux lorsque, après avoir aimé tendrement un fils et n'avoir rien épargné pour en faire un honnête homme, il n'y trouve à la fin qu'un fripon qui le déshonore. On se console d'un malheur de fortune. Le temps l'efface et le chagrin diminue, mais quel remède contre un mal qui augmente tous les jours, tel que les désordres d'un fils vicieux qui a perdu tout sentiment d'honneur. Tu ne dis rien, malheureux, ajouta-t-il. Voyez cette modestie contrefaite et cet air de douceur hypocrite. Ne le prendrait-on pas pour le plus honnête homme de sa race ? Quoique je fusse obligée de reconnaître que je méritais une partie de ces outrages, il me parut néanmoins que c'était les porter à l'excès. Je crus qu'il m'était permis d'expliquer naturellement ma pensée. « Je vous assure, monsieur, lui dis-je, que la modestie où vous me voyez devant vous n'est nullement affectée. C'est la situation naturelle d'un fils bien né qui respecte infiniment son père et surtout un père irrité. Je ne prétends pas non plus passer pour l'homme le plus réglé de notre race. Je me connais digne de vos reproches, mais je vous conjure d'y mettre un peu plus de bonté et de ne pas me traiter comme le plus infâme de tous les hommes. Je ne mérite pas des noms si durs. C'est l'amour, vous le savez, qui a causé toutes mes fautes. Fatale passion. Hélas, n'en connaissez-vous pas la force ?
Et se peut-il que votre sang, qui est la source du mien, n'ait jamais ressenti les mêmes ardeurs? L'amour m'a rendu trop tendre, trop passionné, trop fidèle, et peut-être trop complaisant pour le désir d'une maîtresse toute charmante. Voilà mes crimes. Envoyez-vous là quelqu'un qui vous déshonore? Allons, mon cher père, ajoutai-je tendrement, un peu de pitié pour un fils qui a toujours été plein de respect et d'affection pour vous, qui n'a pas renoncé, comme vous pensez, à l'honneur et au devoir, et qui est 1000 fois plus à plaindre que vous ne sauriez vous l'imaginer. Je laissai tomber quelques larmes en finissant ces paroles.